sans savoir ce qu'ils disent. Unis, simple, c'est notre devise. Qui juge sans savoir ce qu'ils disent. Impossible qu'ils nous divisent. Qui juge sans savoir ce qu'ils disent. Ici, les jeunes de Saint-Pédis. Directement des locaux de l'évasion Saint-Pédis. Nous vous présentons les petits villageois. Tous les mercredis, on avait rendez-vous pour cuisiner cette tête comme Gordon Ramsay. Dans ces balados, nous traiterons de plusieurs sujets qui nous intéressent. Et qui vous intéressera. Soyez à l'écoute. Aujourd'hui, le sujet est Contrôle pas ce qu'ils pensent de nous. Mes amis viennent de partout. On voyage souvent de porte en porte. Bonjour et bienvenue au 6e épisode des Petits Villageois. Je suis Adèle, intervenante jeunesse à l'Évasion Saint-Pédis. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de deux jeunes qui discuteront avec des policiers afin d'en apprendre plus sur leur métier. On va faire un petit tour de table pour se présenter. Donc, les jeunes, vous pouvez commencer. Moi, c'est Joliane, j'ai 17 ans, puis ça fait 4 ans que j'habite à Saint-Pierre. Good. Bonjour, mon nom c'est Melvin, j'ai 19 ans. Je suis né dans les habitations de Saint-Pédis. Donc, depuis ma naissance, je suis ici, là. Super. Êtes-vous à l'école, Melvin et puis Joliane? Ouais. Ouais? Ouais, moi aussi. Quel niveau? Moi, je finis mon secondaire 5 à Boudreau. Là. Good. Toi, Melvin? Moi, je suis au cégep, Limoilou, Super. En quoi? en sciences humaines. Good. Ça va être à votre tour de vous présenter. Moi, mon nom, c'est Jean-François Vézina. Je suis capitaine commandant adjoint au service de police de Québec. Je suis à compléter actuellement ma 28e année de service au service de police de Québec. Moi, Sébastien Pépin. Je suis lieutenant au niveau de la patrouille au poste de Québec. Moi, ça fait 21 ans que je suis au niveau du service dans la police. Fait que voilà. Super, merci de votre présence. On va commencer par la première question. Si tu veux bien y aller, Melvin. Ouais, sans problème. Pour la première question, ce serait quels sont les différents corps d'emploi ou types de policiers? Par exemple, unité jeunesse, patrouille, grippe. C'est grippe? Ouais, il y a grippe. Ou équipe multi. Et est-ce qu'il y a une différence dans la manière d'intervenir pour chaque Unité. Dans le fond, la structure de l'organisation, il y a différentes branches. Il y a 3 directions adjointes. Okay. Mettons qu'on parle de notre direction à nous, c'est la direction adjointe à la surveillance du territoire. Et à la surveillance du territoire, il y a plusieurs unités. On parle des unités de patrouille. Il y a l'unité jeunesse. On parle de l'unité jeunesse qui regroupe les enquêtes jeunesse, l'unité de prévention, les policiers et policières d'école. Okay. Peut-être que vous les avez vus dans vos polyvalentes respectives. Wow. Donc ça, c'est des policiers que vous pouvez côtoyer en milieu scolaire. À travers ça, on a l'équipe multi aussi, une équipe qui a été mise en place en mai 2019, qui travaille plus spécifiquement au centre-ville avec la clientèle marginalisée ou itinérante. Okay. Donc, la clientèle du centre-ville. Ils font multitâches, de là le nom multi, mais spécifiquement une attention accordée avec le milieu communautaire pour cette clientèle-là au centre-ville. À travers ça, écoutez, il y a différentes unités. Si on parle des enquêtes, il y a toutes les sections, les différentes sections des enquêtes, que ce soit au niveau de la fraude, des stupéfiants, les crimes majeurs, délits familiaux, agressions sexuelles. Il y a plusieurs unités d'appoint, que ce soit l'identité judiciaire, ce sont les unités qui font les expertises sur le terrain, que ce soit nos maîtres chiens, que ce soit le groupe tactique d'intervention. Donc, il y a plusieurs unités moto. C'est un peu les grandes branches du service de police. Okay. Puis, est-ce qu'il y a combien de policiers à peu près dans les unités? Est-ce que ça diffère? Est-ce qu'il y en a qui en ont plus dans certaines unités, puis il y en a qui sont moins? La majorité des policiers patrouilleurs, les policiers se retrouvent actuellement au centre-ville. Okay. On parle au-delà de 350 policiers, là, que ce soit les patrouilleurs, les agents seniors ou les policiers flex, nos nouveaux policiers arrivés qui ont un statut particulier de par leur ancienneté dans l'organisation. Mais ça varie beaucoup, hein. Sur une équipe de patrouille, je vais laisser Sébastien en parler, là. Sur une équipe de patrouille, là, on est 6 équipes au total de patrouilles qui ont des horaires rotatifs. Puis, on est environ 49 à 50 policiers par équipe, plus les nouveaux, une dizaine environ, avec les sergents, plus les policiers un peu plus vieux, là, ça vire autour de 60 à 65 policiers par équipe.
On parlait des unités tantôt, mais ça va dépendre un petit peu de la demande. Chaque unité a un nombre différent. Au niveau de l'identité judiciaire, comme on parlait, au niveau de la boîte jeunesse aussi. J'ai pas le nombre exact, là, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de patrouilleurs sur la route, sur les équipes, qu'il peut en avoir dans les boîtes spécialisées. Moi, j'avais une question aussi. Tantôt, vous avez parlé des policiers qui travaillent dans les crimes tels la fraude, les agressions sexuelles, les crimes majeurs et tout. J'imagine aussi que pour chaque crime, en fait, l'enquête doit être différente. Ben, la structure d'enquête est similaire, dans le fond. Okay. Mais les enquêteurs, dépendamment s'ils sont attitrés à la section des fraudes ou la section des stupéfiants ou accès cannabis, on va avoir des formations plus spécifiques reliées au domaine d'enquête dans lequel ils sont appelés à travailler. Okay. Mais l'enquête en tant que telle, que ce soit les arrestations, tout ce qui est accès au mandat de perquisition, au mandat d'entrée, c'est tout le même processus, même procédure. Après, c'est des spécificités en fonction de la nature des enquêtes qui sont faites. Là. Donc, c'est vraiment ce qui vient après. Genre, pas ce qui vient après, mais quand l'enquête est plus profonde, genre, quand on rentre vraiment dans l'arrestation de... Ben, encore là, ça dépend, parce qu'au niveau des enquêtes, il y a les crimes généraux. Lorsqu'on parle des crimes généraux, ça peut être des voies de fait simples, des vols simples, ça peut être du harcèlement. Lorsqu'on parle de crimes plus importants, mais là, on va parler de violence conjugale, délits familiaux, on va parler d'agression sexuelle, on va parler de vol qualifié, on va parler de meurtre, tentative de meurtre, d'incendie criminel. Là, c'est un autre niveau d'enquête avec des formations plus spécifiques pour ce personnel d'enquête-là. Okay. Puis pour devenir enquêteur, est-ce qu'il faut absolument faire de la patrouille avant? Faut-il avoir un nombre d'années de service avant de devenir enquêteur? Oui, il y a un certain nombre d'années. Là, la base, là, on rentre tous patrouilleurs. Après un certain nombre d'années, ben, on peut appliquer sur divers concours. Chaque concours, c'est un processus qui est rigoureux avec des étapes préétablies, avec des comités de sélection. Puis lorsque les patrouilleurs réussissent ces concours-là, ils peuvent aspirer à devenir enquêteurs ou sur d'autres unités aussi. Chaque unité ou chaque promotion, il y a un concours, il y a un board de sélection. Il y a des examens, il y a des entrevues, tout ça. Donc, oui, il faut commencer comme patrouilleur à la base, être dehors, être dans le véhicule patrouille, répondre à des appels, se faire de l'expérience, puis aussi comprendre comment le système fonctionne, aussi comment l'organisation fonctionne. Puis après un certain nombre d'années de service, là, on peut appliquer sur ces concours-là. Super, ça. Mais vraiment, tu pourrais peut-être leur poser la question sur leur badge. Ça leur est... Ah, OK. Ouais, c'est le moment. OK, ouais. C'est bon. Ben, ouais, c'est ça. Mais comme j'ai remarqué, là, il y a lieutenant et il y a capitaine. Quelle est la différence entre les deux? Ça, c'est vraiment au niveau du grade. Quand on commence au niveau de la police, à notre entrée en service, là, on est patrouilleur. Patrouilleurs, c'est ceux qui sont dans les véhicules patrouilles, ils vont répondre aux appels, ils vont aller voir les citoyens sur les dossiers. C'est eux que vous allez voir souvent en premier lieu, c'est les patrouilleurs. Okay. Par la suite, si on garde le volet gendarmerie, comme on a parlé tantôt, il y a le volet patrouille, puis il y a le volet aussi branche enquête. Si on conserve la branche gendarmerie patrouille, là, celle qui est un peu plus connue de la population en général, là, c'est le patrouilleur. Ensuite, si on veut appliquer une promotion, c'est sergent de patrouille. Sergent de patrouille, là, c'est lui qui va être le superviseur à l'extérieur sur les dossiers. Il va être capable d'orienter les patrouilleurs sur le niveau d'appel, les priorités, sur un peu le type d'intervention, puis être capable d'encadrer les patrouilleurs à l'extérieur. Par la suite, lieutenant, ça c'est le titre que j'ai. Lieutenant, ça va être au-dessus du sergent. Lui, il va orienter beaucoup l'équipe, l'orientation de l'équipe. Il va être capable de chapeauter aussi autant la patrouille, gestion des opérations, gestion de l'administratif des effectifs au niveau de l'équipe. Par après, on tombe capitaine. Capitaine, c'est le commandant adjoint dans un poste. Ça, c'est lui qui va être aussi en charge beaucoup des opérations du poste. Tout ce qui est comité, gestion administrative, gestion opérationnelle du poste. Il va être beaucoup impliqué là-dedans.
c'est sûr qu'on les voit moins sur le terrain. Là, ceux que vous voyez beaucoup sur le terrain, ça va être beaucoup patrouilleurs, sergents. C'est ceux-là que vous allez voir. Ça va être beaucoup l'orientation du service, l'orientation de la job à faire au niveau du poste, les demandes, etc. Par après, il y a l'inspecteur qui est dans le même volet aussi, grand chef du poste également. On a à peu près le même équivalent, je dirais, dans le côté enquête. Sauf que côté enquête, c'est les enquêteurs vont être sergents détectives. C'est eux autres qui vont prendre en charge les dossiers, comme on parlait tantôt, selon les différentes problématiques. Fait que les sergents détectives vont récupérer les dossiers qui vont être initiés souvent par les patrouilleurs, puis vont prendre le relais là-dedans. Okay. Parce que c'est trop demandé de prendre un patrouilleur. Certains corps de police, les plus petits corps de police vont faire de A à Z, mais pas ici. Nous autres, à Québec, chaque personne a des choses spécifiques à gérer. Fait que les patrouilleurs vont entamer le dossier. S'il y a une infraction, vont soumettre le tout au niveau des enquêtes. Fait que les enquêteurs vont gérer ce dossier-là. Puis le lieutenant détective, qui est l'équivalent du lieutenant de patrouille, lui aussi va prendre les décisions sur l'orientation des dossiers, quel dossier prioriser, comment arrimer les dossiers, les regrouper, puis aller de l'avant là-dedans. C'est un petit peu ça, là, les nouveaux grades qu'on a au service. Okay. Puis lorsqu'on parle de patrouilleurs, on les appelle communément les constables. Okay. À Québec, au service de police de Québec, c'est un constable. Si vous entendez constable, patrouilleur, c'est l'équivalent. La Sûreté du Québec vont souvent utiliser agent, c'est l'équivalent d'un constable. La GRC parle de gendarme. C'est juste un terme différent, mais c'est similairement la même fonction. OK, donc mais ici, constable, c'est majoritairement les patrouilleurs que vous voyez dans la rue. Parfait. Ouais. Super, ça. Jeanne, tu veux-tu y aller pour ta question? Ben, quelle est la journée type d'un patrouilleur? Genre l'horaire, le type d'intervention, ce que vous aimez le plus, puis ce que vous aimez le moins, là? Ben, le travail policier, en fait, on parlait de l'horaire. C'est un horaire qu'on appelle rotatif. On a une équipe qui est spécifiquement juste de nuit, qui fait que de nuit. Mais toutes les autres équipes, je parlais tantôt qu'on a 6 équipes. Les 5 autres équipes, c'est des horaires rotatifs. Ça veut dire qu'on couvre le 24 heures. On va avoir autant de quarts de jour, de soir, de nuit. Fait que ça demande un bon système sur le revirement pour le sommeil, là, je vous dirais. Fait que c'est ça, c'est un petit peu l'horaire des policiers. Chaque début de quart, là, ça commence pas mal pareil. On a un briefing qu'on appelle, on va avoir de la diffusion d'informations. Comme je parlais tantôt, le lieutenant qui gère les effectifs, qui gère un peu les véhicules, choses de même, va donner les assignations aux patrouilleurs, puis un peu les secteurs, puis les choses qu'ils ont à surveiller. Tout ce qui est bulletin d'actualité à notre niveau, au niveau de la police. Si on a des événements d'intérêt, si on a eu des bons dossiers, des suivis de dossiers, des choses comme ça à faire, c'est à ce moment-là, c'est sur le briefing que nous autres, on va fournir l'information aux patrouilleurs. Si on a des surveillances particulières, exemple, on a des vols sur des chantiers, puis là, c'est l'enfer, on en a vraiment beaucoup, que les gars puis les filles sur le terrain soient capables de porter des attentions particulières. Fait que c'est un petit peu de même, ça commence au niveau des corps de patrouille. Par après, les patrouilleurs vont aller récupérer leur équipement, véhicules, s'ils ont besoin d'outils spécifiques, l'ADA pour les alcotests, des choses comme ça. Ils vont récupérer ces outils-là, puis ils vont aller patrouiller dans leur secteur. Ils vont faire autant de la patrouille régulière, ils vont faire de la surveillance de territoire, comme on appelle, dans leur secteur, mais aussi la réponse aux appels. Ça dépend toujours du volume. Ça, c'est un peu un imprévu. La police, c'est un petit peu ça. Là. On n'a pas de routine préétablie. Là. Quand on arrive au travail, ça peut être une journée qui va commencer plus tranquille, mais des fois, quand on va arriver à la job, on a déjà beaucoup d'appels en attente. Fait que les patrouilleurs vont aller répondre à ces appels-là. Fait que c'est pas mal ça, là, autant au niveau des quarts de jour, de soir, de nuit. Toujours un petit peu la même routine, sans être une routine, ça reste que c'est toujours une certaine routine. Puis les problématiques vont différer aussi selon notre corps de travail. T'sais. On va voir des choses différentes sur les quarts de jour versus des quarts de nuit ou des quarts de soir. Les problématiques, le type d'appel va être différent. La clientèle, effectivement. Fait que c'est beaucoup ça le travail des policiers au quotidien. Puis, lorsqu'on parlait des briefings aussi, ça va vous concerner un peu plus, là, étant donné votre âge,
Vous avez peut-être des amis, des connaissances qui ont déjà été en fugue ou qui ont été portés disparus une certaine période de temps. Mais c'est dans les briefings que cette information-là est diffusée. Et souvent, les patrouilleurs, à partir des informations qu'ils vont avoir eues durant le briefing, la photo et tout ça, ils vont porter attention dans leur patrouille à certains endroits, des fois qui sont ciblés dans le communiqué là, pour les personnes en fugue. Donc, ou les personnes recherchées dans leur patrouille. Des fois, ils connaissent... L'expérience policière fait qu'ils viennent qu'à connaître la clientèle avec qui ils traitent régulièrement. Donc, souvent, les jeunes en fugue, il y a une récurrence. Nos suspects d'infractions criminelles, il y a une récurrence. Donc, les policiers voient les photos, l'information, ils les connaissent. Donc, ils reconnaissent facilement dans la rue. Ils vont patrouiller pour essayer de les localiser. C'est un peu ça, là. C'est un peu l'aventure, la patrouille. Là. C'est l'inconnu, souvent. Vous avez parlé de la surveillance du territoire. C'est quoi exactement? C'est patrouiller quand il n'y a pas d'appel? Oui, ben c'est ça exactement. C'est quand les policiers dans un secteur ne sont pas occupés sur certains dossiers ou certains appels, ils ont des surveillances à faire dans les quartiers. Justement, un peu amener le sentiment de sécurité aux citoyens. Puis s'il y a des problématiques particulières, ça roule vite dans ta rue, ils vont aller faire des surveillances. Parce que soit on va recevoir des plaintes au poste où les policiers savent que ça roule vite à cette place-là. Bien, ils vont aller faire de la surveillance pour des constats d'infraction, pour sensibiliser les citoyens. Ils vont faire ça. S'il y a des problématiques, peu importe, ça peut être des problématiques dans un parc, ils ont des bris réguliers dans des parcs, des choses comme ça, bien, les policiers du secteur, bien, ils vont en profiter pendant leur temps libre de patrouille pour aller faire une petite tournée dans ces parcs-là, un peu aller voir le monde, faire de la prévention, puis s'il y a des nouvelles infractions qui ont été commises, bien, d'être présent sur place. Fait que c'est ça aussi d'être capable, oui, de balancer, tu sais, un peu au niveau de la patrouille. Oui, il y a de la réponse aux appels, mais il y a de la prévention aussi, il y a de la surveillance de secteur à faire. Puis, comme Jean-François disait, les gars, les filles sur le terrain, ils connaissent les problématiques, ils connaissent le monde, tout ça. Fait que c'est d'en profiter pour résoudre ces problèmes-là, puis amener de la sécurité dans les quartiers, tout simplement. Faut pas trop accrocher sur le terme surveillance. C'est que la direction adjointe s'appelle la direction adjointe à la surveillance du territoire. Donc, c'est tout ce qui est patrouille, en lien avec les appels d'urgence 911. On n'est pas en mode surveillance, là, mais on va faire de la patrouille préventive. C'est juste que le terme de la direction adjointe pour les unités de patrouille, c'est la surveillance du territoire. Okay. Avez-vous des types d'appels qui arrivent plus souvent, en fait? Est-ce qu'il y en arrive plus par rapport à la santé mentale? Bien, je dirais que ça va dépendre beaucoup du secteur. Okay. Oui, il y a des types de dossiers qui sont récurrents selon le secteur. Jean-François parlait tantôt de l'unité multi là, qui est en Basse-Ville, la santé mentale, l'itinérance, des choses comme ça. C'est une problématique souvent qui va être de secteur. C'est des problèmes qu'on va avoir moins au Lac-Saint-Charles ou à Val-Bélair, qui est une zone plus résidentielle, normale, plus dortoir un peu, tout ça. Beaucoup plus de monde dans le centre-ville, plus de personnes, plus d'édifices, plus de tout. Fait que oui, c'est des secteurs, des fois, qui vont être appelés à avoir plus de ce genre de type d'appel-là. Santé mentale égale du désordre, égale beaucoup, des fois, consommation. C'est tout interrelié. Donc, plus d'applications aux règlements municipaux, le monde qui crie dans la rue, le monde qui dérange les passants, etc. Fait que oui, sur certains secteurs, on va avoir plusieurs types d'appels qui vont revenir plus souvent. Si on prend banlieue, c'est le banlieue, Beauport, Charlebourg, le monde souvent, ils sont partis au travail dans la journée. Fait qu'on va avoir plus de types introduction par effraction, des vols dans des véhicules, des choses comme ça. Fait que chaque secteur a plein de types d'appels différents, là, parce que de la santé mentale, c'est pas juste au centre-ville. Là, il y en a partout. Il y en a au Lac-Saint-Charles, Val-Bélair, Beauport aussi. Est-ce qu'on a plus de concentration de ce type d'appel-là dans ce secteur-là? Ben oui, évidemment. Fait que chaque secteur est relié à... comme ça. Puis, lorsqu'on parle du centre-ville, c'est qu'au centre-ville, les organismes communautaires qui viennent en aide à cette clientèle-là sont regroupés majoritairement là. Donc, c'est sûr que cette clientèle-là, qui a des problèmes de santé mentale, de toxicomanie, des criminalités, souvent vont être un peu plus concentrés au centre-ville. C'est un peu ce qui explique le tout. Puis, tu peux parler peut-être un peu de Sébastien, justement, quand on parle de
surveillance du territoire, la collaboration qu'on a faite avec l'OMHQ en lien avec l'itinérance, les personnes sans domicile fixe, là, centre-ville spécifiquement. Oui, exactement. L'année passée, là, je dirais avec un peu le début de la pandémie, l'Aube-Rivière, qui a un édifice flambant neuf, ça a attiré plus de personnes. Je dirais que la clientèle a augmenté. On avait du monde aussi de l'extérieur qui avait peut-être moins de ressources. On va me rendre, mettons, Montréal, qui en a quand même plusieurs personnes. Je travaillais là-bas à l'époque. Effectivement, je pense que la qualité des ressources versus la ville de Québec, là-bas, ils ont des bonnes ressources, mais peut-être pas assez pour pallier à la demande. Puis quand on a eu un édifice flambant neuf ici, ça a fait drainer un petit peu de personnes aussi qui sont arrivées. Comme Jeff disait, oui, effectivement, il y a eu plus de monde, plus de personnes en problème d'itinérance dans le secteur du centre-ville. Vous avez vous parliez d'agents de sécurité de l'OMHQ. Ils couvrent aussi ce secteur-là, puis ils ont eu beaucoup de problématiques justement avec des personnes qui s'en allaient dormir là, faisaient des bris dans les halls d'entrée, etc. Puis aussi, ils empêchaient les locataires de rentrer. Ils incommodaient les autres locataires également sur place. Ça a créé un petit peu de grogne dans ces édifices-là. Donc, avec Marc Poiré, que vous connaissez, puis l'agence de sécurité, il y a eu des plans d'action qui ont été mis en place. On parlait d'augmenter la surveillance. C'est des choses qu'on a faites. On a créé, on prenait des patrouilleurs spécifiques pour ça, puis dire, faites vos surveillances dans le secteur là-bas, parce qu'il y a une problématique pour ça. Puis l'OMHQ nous contactait quand il y avait diverses problématiques. Fait que déjà, de mettre plus d'efforts, travailler en lien avec l'OMHQ, le but, c'était de les référer aux organismes qui prennent en charge ces personnes-là, l'Aube-Rivière, le local, ça peut être le projet Lune, etc., tout ça, dans ce secteur-là. Le but, c'était de prendre ces personnes-là puis les envoyer aux bonnes places et non pas dans un portique d'établissement qui dérange les locataires. Fait que c'est un petit peu ça, le genre de partenariat qu'on peut avoir avec les organismes dans la ville. Des fois, au-delà de l'aspect dérangeant aussi, il y a l'aspect insécurité que ça peut créer. La clientèle qui habite dans les HLM, des fois, peuvent être insécurisés par la présence constante de cette clientèle-là, on parlait de problèmes de santé mentale et de toxicomanie, qui ont des fois des comportements un peu incontrôlables. Donc, dans les interactions avec les résidents, des fois, ça devient un peu houleux. Donc là, les résidents, ils s'adressent à leur équipe de gestion des HLM, et là, eux, ils se tournent vers nous pour qu'on les supporte dans ça. Donc, c'est un peu ça. Puis comme Sébastien le mentionnait, nous, ce qu'on veut là-dedans, c'est de travailler avec le milieu communautaire pour qu'il y ait une prise en charge. Qu'il y ait une prise en charge de cette clientèle-là pour éviter que ce soit tout le temps de la récurrence au niveau de nos interventions pour le même type de délit ou d'infraction à la réglementation municipale. On veut essayer de trouver des problèmes plus sur le moyen long terme. Good. On y va-tu pour la prochaine? Oui. Tantôt, vous avez parlé des appels. Puis moi, j'aimerais savoir pourquoi il serait possible qu'il y ait un long délai entre le moment d'un appel et puis l'arrivée des policiers. En fait, c'est très simple. Chaque appel est monté avec une cote, une priorité d'appel. Oui, exactement. OK. Si on prend une priorité 1, là, qu'on appelle, c'est quand il y a une urgence. Ça peut être la sécurité ou la vie d'une personne qui est en danger. Puis, plus la priorité va augmenter, moins l'importance de l'appel d'urgence est prioritaire. C'est sûr que si on prend une chicane de couple, par exemple, on a plusieurs appels, que ça brasse, qu'on entend des menaces, etc., elle va être prioritaire sur un appel que quelqu'un qui a eu un bris sur un véhicule ou qui s'est fait voler quelque chose dans un véhicule. Ouais. Fait que ça, la priorité, elle va être comme ça. Fait que dès que la priorité est plus élevée, la répartition va prioriser ce type d'événement-là, puis il va les envoyer aux patrouilleurs. Alors que quand c'est du bien matériel, qu'il n'y a pas de suspect, des fois ça va être aussi ce qu'on appelle en flagrant délit, là, quand c'est en train de se commettre. Je donne un exemple. Si on a une introduction par effraction dans une résidence qui est en train de se produire, on a un voisin qui appelle pour dire « Mon voisin, il vient de se faire défoncer sa porte, je viens de voir le gars, il est rentré, etc. » La priorité d'appel va être beaucoup supérieure à si tu rentres chez vous après ton école, puis tu te rends compte que, tu t'es fait voler dans ta maison, puis il te manque des éléments, des choses à même, mais tu as fait un tour, puis il n'y a personne sur place. La priorité va être beaucoup moindre.
Puis il y a des services aussi qui s'offrent que des fois, quand il n'y a pas de suspect, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas rien, on a une unité aussi qui s'appelle service à clientèle. Fait que des fois, au lieu que la personne attende sur place longtemps, des heures, parce que des fois, ça peut être long, là, ben, cette personne-là va être référée au niveau du service à clientèle. C'est des policiers qui sont attitrés au poste. Puis eux autres, ils vont prendre la plainte, mais par téléphone. Ils vont prendre ton dossier, tes coordonnées, qu'est-ce qui s'est passé. Ils vont t'envoyer une déclaration par Internet. Puis par après, tu vas retourner tes documents au niveau du policier. Puis ton dossier va être traité comme ça. Fait que ça va éviter certains délais. Mais ce qui explique le délai de réponse, c'est vraiment le niveau de priorité. Puis ça peut changer en fil d'appel. Hein. Des fois, on va recevoir un appel d'une personne avec certains éléments. Ça peut partir banal. Puis des éléments nouveaux vont rentrer par d'autres téléphones 911 pour le même événement. Bien, la cote peut augmenter. Donc, ça change comme ça. Ça peut être aussi vrai à l'inverse. Ça va rentrer gros au niveau du 911, puis des éléments supplémentaires vont rentrer. Fait que ça peut faire diminuer la cote d'appel. Donc, ça augmente le délai. Je comprends. Donc, est-ce que ça veut dire que, au fond, vous prenez des appels en priorité si ça dépend de la vie d'une personne? En partie. Oui, ben en partie, oui. Mais avec les véhicules qu'il y a sur le terrain, dans le sens que si il y a un appel prioritaire, qu'il y a une vie en danger, que on prenait le dossier d'un désordre conjugal, ben si un véhicule à Beauport qui est occupé, ben ça va être un véhicule d'un autre arrondissement qui va aller répondre à cet appel-là. Il ne sera pas laissé vacant ou en suspens. Là. Il va être répondu. Par contre, les gars vont partir de plus loin. Le véhicule va partir d'une distance plus grande. Ça peut expliquer des fois des délais de réponse un petit peu plus longs. Ouais. On va-tu pour la prochaine? Quelle attitude doit avoir un jeune lors d'une intervention policière, genre les personnes interceptées puis les spectateurs? Ça, je vais répondre à ça. En fait, je dirais la question serait plus quelle attitude d'une personne et non pas un jeune. Il y a les gens en général, je dirais. Je pense que c'est d'écouter ce que le policier demande, comprendre pourquoi il m'interpelle à affaire à moi. Poser des questions. Vous avez le droit de poser des questions aussi pour comprendre un peu pourquoi vous êtes interpellé, intercepté si vous êtes en véhicule. Faire attention peut-être à l'attitude ou aux propos que vous allez tenir aux policiers. Une intervention policière, là, elle peut se faire de différentes façons. Sébastien en a parlé tantôt. Si c'est un appel, dans le fond, qui est fait via le 911, bien, le policier part pour intervenir avec les informations qu'il détient, soit par un citoyen qui a appelé. Donc lui, le policier se déplace en fonction des éléments de sa carte d'appel, l'appel du plaignant. C'est pas tout le temps la réalité, mais lui, il doit se fier à sa carte d'appel. Donc, lorsqu'il arrive sur les lieux, il va essayer de comprendre l'histoire. Il est en période de validation. Il va questionner les gens pour essayer de savoir, confirmer l'information qu'il a. Parce que des fois, on est complètement ailleurs, là. L'appel initial versus ce qui se passe lorsqu'on est sur place, on est dans deux mondes totalement différents. Puis lorsque ça devient complexe, nos policiers interviennent, c'est lorsque les gens sont en mode défensif, souvent lorsque les policiers interviennent. Sans savoir pourquoi les policiers sont là, tout de suite sont en mode défensif, et là, ça crée une barrière dans la communication, ça devient difficile. Et là, souvent, les policiers peuvent être appelés à amener une contrainte physique ou une contrainte physique, amener la personne dans le véhicule pour être capable de faire le travail, questionner. Souvent, ils vont avoir à séparer les parties aussi. Si on parle d'une intervention, exemple, ça aurait lieu ici dans la cour, une violence conjugale ou une bagarre. Mais l'idée, c'est de séparer les parties pour qu'on comprenne un peu la version de chacun. Est-ce qu'il y a un plaignant? Est-ce que les gens veulent porter plainte? Si oui, là, il y a une question de prendre une déclaration, les témoins, rencontrer tout. C'est un peu ça le travail. Normalement, le policier, lorsqu'il arrive sur place, il se fait une tête, une idée à partir de l'information qu'il détient, mais il la valide sur place. Puis le policier aussi est en mode intervention. Donc, ça peut arriver des fois qu'il ne soit pas tout le temps jovial en sortant du véhicule ou souriant ou parce qu'il est en mode intervention. Il va penser à sa sécurité avant de débarquer. Ça se fait rapidement, ce que je vous dis là. Le policier, quand il se rend sur les lieux, là, déjà, il est en mode
planification d'intervention, préparation. Il y a des éléments qui peuvent menacer ma sécurité ou celle des citoyens dans cette intervention-là. Donc, ils se préparent des plans. Lorsqu'ils débarquent, des fois, ils peuvent être en mode observation. Est-ce qu'il y a des gens, si on parle d'une bagarre, est-ce qu'il y a des gens qui ont l'air à dissimuler des choses? C'est des éléments que les policiers portent attention pour leur propre sécurité ou la sécurité des autres. Fait que des fois, c'est sûr que ça peut amener un aspect plus directif chez le policier, être un peu plus ferme. Mais c'est pas parce qu'il prend nécessairement parti pris pour une ou l'autre des parties impliquées, mais c'est plus qu'il veut prendre le contrôle de l'événement puis s'assurer de faire les bonnes actions. Ouais. C'est un peu... je sais pas si tu veux bonifier. Ouais, non, c'est ça. Parce qu'effectivement, comme on dit, les éléments qu'on a dans la carte d'appel, là, souvent, c'est pas une quantité industrielle d'éléments qu'on a puis d'informations. Fait que quand les policiers arrivent sur place, là, beaucoup de choses à valider, beaucoup d'informations. Un bon vieux 3 Q-Cop, là, comme on dit, il faut récupérer ces éléments-là. Mais souvent, on les a pas. C'est quoi ça, 3 Q-Cop? 3 Q-Cop, c'est qui, quoi, quand, comment, où, pourquoi. OK. C'est des questions qu'on se pose en chemin puis lorsqu'on arrive sur place. Fait que faut valider ça aussi, ces éléments-là. Ouais. Puis des fois, l'histoire, puis elle va partir beaucoup plus grosse. Puis la balloune va dégonfler au fil du temps. Des fois, c'est l'inverse aussi. On va recevoir un appel, les gars vont arriver. Les filles, je dis les gars souvent, mais les filles, les patrouilleurs vont arriver sur place avec certains éléments, puis ils vont se rendre compte que c'est pas du tout ça. Fait que là, ils vont être en mode rattrapage un peu des fois, puis... mais techniquement, c'est ça sur le terrain, quand les patrouilleurs vont arriver sur place, c'est d'arriver un petit peu plus fort, le trop fort casse pas comme on dit, puis d'être un peu en désescalade après. Parce que si on arrive un peu les mains dans les poches, puis qu'on est en mode rattrapage après, ben là, c'est là qu'on va patiner un bout. Là. Fait que les patrouilleurs, il faut qu'ils arrivent de façon, comme je disais, de façon sécuritaire, etc., valider les informations. Puis comme on disait, on parlait de attitude, tout ça, c'est sûr que quand les patrouilleurs vont arriver sur un appel, que le monde sont coopératifs, on va jaser, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi ta version, etc. Mais quand ils se font recevoir cavalièrement, je te parle pas, t'as-tu un mandat, qu'est-ce que tu fais là, tout ça, déjà ça démontre un certain... il se passe de quoi, peut-être de pas correct ici dans la place. Là. Me semble, c'est ça. Moi, si j'arrive, puis les patrouilleurs viennent chez nous pour régler une problématique, ou c'est juste une erreur, ou peu importe, ben, je vais aller m'expliquer avec eux autres. Je vais dire, hey, non, ça n'a pas rapport. Tout est beau, tout est correct. Mais c'est sûr que si j'accueille les policiers avec une brique et un fanal, comme on dit, ben déjà, ça sent bizarre sur place. C'est sûr. Ouais, parce que... désolé. Non, c'est correct, mais je vais juste rajouter un élément important aussi pour votre compréhension. Une des difficultés, souvent, qui ajoute la complexité en intervention policière, on parlait de toxicomanie, on parlait de santé mentale, l'effet de groupe. L'effet de groupe peut se faire sentir, il peut rajouter des éléments de complexité dans l'intervention, que ce soit dans un appartement où, mettons, on a une famille, une grande famille, mais lorsqu'on se retrouve dans un milieu ouvert comme à l'extérieur, puis là, il y a un groupe d'amis. Dans un parc, exemple? Dans un parc, dans un parc, la Grande Allée, là, ça complexifie l'intervention parce qu'il y a un paquet de gens qui ont des choses à dire aux policiers, mais ils savent pas pourquoi les policiers interviennent. Là. Et là, ça devient complexe pour les policiers parce qu'il y a un enjeu de sécurité, il y a un enjeu de garder l'intégrité de l'intervention. Donc, je vous dirais, si des fois, vous-même, soit Joliane ou toi, Melvin, vous avez affaire à des policiers dans un contexte X, puis il y a trop de gens avec vous autres, des fois, c'est peut-être mieux de vous retirer avec les policiers pour discuter avec eux. Ça facilite beaucoup l'intervention. Puis les policiers, dans le fond, ils vont être je l'expliquais tantôt, en période de validation. C'est beaucoup plus facile à être one-on-one, un à un, ou avec un petit groupe de 2-3 personnes, que si vous êtes 10-12, puis là, tout le monde, ça devient complexe. Là. Oui, c'est ça. Donc, ça complexifie l'intervention. Oui, parce que moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, parce que moi personnellement, je suis quelqu'un qui croit que la communication peut régler beaucoup de choses, dans peu importe quelle est la situation. Et puis, ça m'arrive des fois d'être insécure par rapport à la police, à cause de l'histoire et tout. Mais de façon historique et tout. Et ça, j'aimerais ça qu'on en parle tantôt. Ouais, non, c'est un élément important que tu amènes, on peut en parler. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Fait que moi, je pense que si la communication se fait de bonne manière, puis on fait ça bien, sans avoir une certaine attitude ou un comportement qui est négatif, je pense que ça peut régler, comme je dis, plusieurs choses. Ça peut briser des chaînes,
des barrières, puis... Comme je te dis, le respect amène le respect aussi. Fait que tu sais, quand que les policiers vont parler respectueusement, même chose, si la personne qui se fait intercepter, interpeller, soit en véhicule ou peu importe dans la rue, est respectueux, mais ça va aller des deux bords toujours. On parlait tantôt des appels, mais ça peut être aussi dans la rue, parce que les policiers, les policières ont ce mandat-là aussi de sécuriser leur secteur. C'est leur père de famille. Le citoyen, là, pour qu'il dorme tranquille, là, il donne un peu cette job-là à la police, là, dire « Hey, patrouille mes rues, moi je vais être tranquille chez nous, puis on veut que ça soit relax, puis on veut être en sécurité dans notre quartier. Ouais. » C'est pas mal tout ça que le monde veut. Puis les policiers ont ce mandat-là aussi, outre les appels, quand ils répondent au 911, ils ont cette job-là de patrouiller dans le secteur, de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais dans le secteur à 3h30 du matin? Tu marches tout croche dans la rue, tu restes-tu dans le coin, etc. Fait que les policiers, là, c'est leur mandat aussi d'aller parler au monde, d'aller interpeller les gens dans la rue. Tu arrives de où? Tu t'en vas où? Etc. Tout ça. On parlait tantôt, des fois, là, différents corps de travail égale différentes clientèles, différentes problématiques. Fait que les patrouilleurs sur la rue, ils ont à régler puis à observer ces problématiques-là. Fait que, comme on s'est dit, quand que le monde vont aller jaser avec du monde dans la rue, les policiers, si la personne est respectueuse, bonne nuit, bonsoir monsieur l'agent, je m'en vais chez nous, j'arrive d'un de mes chums, on a passé une soirée ensemble, je retourne me coucher, ou j'arrive du travail, j'ai fini à telle heure, je travaille à telle place, je m'en vais, hey, ça va être bonne nuit, bonne route, etc. Puis ça. Fait que c'est sûr que quand ça commence un peu, ces chapeaux de roue, ça commence à carrer un peu, ben, comme on s'est expliqué tantôt, les policiers vont dire il y a de quoi qui ne marche pas ici, etc. Ça va être difficile à gérer. Tu as mentionné deux choses importantes, Melvin, dans la dernière conversation qu'on a eue. L'aspect communicationnel. Tu sais, c'est pas juste du côté de la clientèle avec qui on fait affaire. On s'attend à ce que nos policiers communiquent bien aussi avec la clientèle. Ça, c'est un aspect important sur lequel ça fait partie de nos valeurs au service de police. Puis on met l'accent dans nos communications avec notre personnel à porter attention à ça. L'autre aspect, soit qu'on en parle maintenant ou qu'on y revient un peu plus tard, mais c'est l'aspect, tu me dis, des fois l'histoire, mon histoire. Ça m'interpelle parce que avec l'expérience que j'ai, soit au niveau international ou avec mon rôle avec la diversité à Québec, j'entends souvent cet aspect-là. Je sais que cet aspect-là interfère beaucoup dans les interactions avec les policiers, dans le sens que je ne sais pas si c'est ton cas. On parlait tantôt que tes parents étaient d'origine rwandaise. Bon, parce que sans faire un cas spécifique avec ta situation familiale que je ne connais pas, souvent ce qu'on me rapporte, ou des éléments que je peux lire ou que j'entends dans l'actualité, c'est t'es pas sans savoir que dans plusieurs pays, la relation entre citoyens et policiers est complexe. Est très complexe. Souvent, les gens de la diversité qui ont vécu des situations dans leur pays d'origine, ce qui est peut-être le cas de tes parents, je ne sais pas si ils ont vécu le génocide. Oui. Alors bon. Évidemment. Donc, il y a des ancrages qui peuvent être que ces gens-là ramènent ici au pays, que ce soit avec les forces militaires, la force policière. Donc là, ça devient complexe parce que souvent, les parents vont éduquer leurs enfants un peu avec cette crainte-là. Et cette crainte-là, souvent, va aussi interférer dans l'intervention avec les policiers dans le temps. Et ça devient complexe parce que là, le jeune ou les personnes en question, sans savoir le motif, l'assise légale les raisons pour lesquelles les policiers interviennent, sont déjà dans une dynamique de contestation, souvent due soit à l'histoire, exemple, à l'esclavage, l'histoire personnelle dans leur pays d'origine, ou une mauvaise intervention avec des policiers ici aussi, ça peut être le cas. Il faut être prudent face à ça parce que ça vient complexifier les interventions et la communication avec nos policiers. C'est possible une mauvaise intervention ici aussi au Québec là, avec des policiers. Là. Puis on en a vu, là. Ben, il y en a, mais de façon générale, je vous dirais, mon expérience de vie, parce que je peux en parler sans aller trop dans les détails, mais j'ai vécu 2 ans en Haïti. 2 périodes différentes. Puis j'ai travaillé 2 mois en Malaisie où j'ai enseigné là-bas. Donc, dans des contextes très différents. En Haïti, j'ai travaillé avec des policiers de plus de 50 nationalités différentes. Donc, des techniques de travail différentes. Un bagage académique totalement différent.
une approche humaine qui varie beaucoup d'une nationalité à l'autre. Ouais. La pratique de la religion ou pas, dépendamment du pays, de l'origine de ces policiers et policières-là. J'ai été en mesure de voir comment la police canadienne est à un autre niveau, sans être chauvin, sans dire que la police canadienne est parfaite. Honnêtement, faut le vivre pour comprendre en termes de respect des droits de façon large, l'approche humaine, le vouloir aider. Le policier canadien, là, une des raisons pour il veut devenir policier, c'est aider. C'est pas oui, arrêter les citoyens, ça fait partie du travail. Prévenir le crime puis en rechercher les auteurs, ça fait partie de notre mandat général, mais beaucoup l'aide aux citoyens, préserver la vie, sécuriser les citoyens, ça fait partie beaucoup de ça. On se démarque beaucoup, les policiers canadiens. Puis ça, on l'oublie souvent. Puis c'est important de le répéter, mais pour revenir à ce que je mentionnais au départ, c'est important aussi d'être vigilant par rapport aux ancrages qu'on peut avoir, soit en lien avec notre passé familial, une mauvaise intervention, le passé au niveau de l'esclavagisme, qui est une triste histoire, mais qui est l'histoire en général, qui fait partie de l'histoire. C'est ça. Donc, c'est important de le mentionner parce que je sais que ça interfère en termes dans nos interventions. Pas en tout temps, mais assez pour que ça devienne un enjeu pour lequel on doit en parler. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des formations pour intervenir avec les gens qui viennent d'ailleurs? Oui, au service de police, la dernière formation qui a été donnée à l'ensemble des patrouilleurs, l'équipe de la surveillance du territoire, c'est en 2011-2012 qui s'appelait l'intervention policière en contexte interculturel. Une formation qui était d'une durée de 8 heures. Où justement écoutez, c'est plusieurs volets, mais on parlait de codes sociaux, on parlait d'histoire, on faisait intervenir aussi des gens de la diversité. On a fait interagir 2 personnes durant la formation à des moments différents. On a séparé les formations en 2. Une personne d'origine latino-américaine qui était de la Colombie, en provenance de la Colombie, puis une personne d'origine sénégalaise, pour interagir avec nos policiers, puis expliquer c'est quoi le cheminement d'un immigrant, les enjeux, les obstacles, la perception de la police, donc tout ça. Donc oui, ça s'est fait. Il y a d'autres petites formations spécifiques qui se sont données, principalement pour nos alliés. Depuis 2019, on a des agents de liaison interculturelle et de rapprochement. Petite équipe, dans le fond, de policiers volontaires qui sont intéressés par le rapprochement avec la diversité au sens large. On a donné des formations spécifiques, entre autres, sur les biais pas systémiques, mais les biais, je cherche le terme spécifique, là, mais sur les biais, dans le fond, les différents biais que tu peux avoir, d'être prudent, les comprendre. Puis, on a terminé une formation qu'on débute pour l'ensemble de nos policiers. Il a débuté la semaine dernière sur 4 volets qui touchent encore la diversité au sens large et même les peuples autochtones. Donc, une formation qui se donne sous forme de capsule, 8 heures totales, en 4 phases jusqu'à l'automne. Donc, c'est une autre façon de se rapprocher et, en tout cas, de peut-être mieux comprendre les enjeux de la diversité en intervention policière. Good. Hey, le temps défile un peu, fait qu'on va y aller avec peut-être 3 dernières questions. Melvin, pour continuer à la suite des choses, je dirais avec l'avant-dernière question, c'est ta feuille. OK. La question c'est... Non, c'est correct. La question c'est pourquoi n'y a-t-il pas ou peu de policiers provenant des minorités visibles à Québec? Parce que j'ai eu cette conversation-là aussi avec... je pense quelqu'un avec un ami que je connais qui habite ici, qui a étudié justement en technique policière au Cégep Garneau. Et puis, il me racontait qu'il était le seul, je pense que c'était le seul immigrant. Ouais. En fait, le seul issu d'une famille immigrante. Qui est au Cégep Garneau, j'imagine? Ouais, exact. Ben, dans les dernières années, on s'est beaucoup fié, étant les collèges et l'organisation du service de police de Québec, aux entrées dans les collèges. Okay. Sans essayer de faire de la promotion, adapter peut-être l'approche pour inciter les jeunes à venir étudier en technique policière. Actuellement, là, c'est difficile au niveau des chiffres là, parce que il y a comme c'est la déclaration volontaire. Donc les policiers qui entrent au service de police sont pas obligés de dire qu'ils viennent de la diversité. Okay.
C'est sûr que si toi, Melvin, tu entres au service, je comprends que tu as des origines africaines ou haïtiennes, peu importe. Afro-américaines. Ouais. Mais si tu le déclares pas, je peux pas le considérer dans mes statistiques. Donc c'est complexe un peu. Puis encore là, tu pourrais me dire, ben, si ton père était africain, ta mère avait des racines autochtones, tu pourrais te déclarer dans les deux. Fait que ça fausse les statistiques. On a environ un peu plus de 20 personnes issues de la diversité au service de police. Okay. Puis on a été un peu plus proactifs dans les derniers mois avec nos collèges à Québec, soit le Cégep Garneau, Collège Notre-Dame-de-Foix, pour faire la promotion de la technique policière pour la diversité. Il y a même une attestation d'études collégiales qui a été négociée avec les collèges à Québec, puis qui a été mise en ligne la semaine dernière pour inciter la diversité à venir étudier en technique policière. On a fait la promotion dernièrement à l'École nationale de police, puis on a essayé de mettre un peu l'accent sur la diversité pour les inciter à venir à Québec. Okay. Je pense qu'il y avait aussi l'aspect démographique. L'immigration, c'est relativement nouveau à Québec. C'est pas quelque chose, il y en a depuis des années, mais c'est plus important depuis peut-être 10-12 ans. Ouais, je suis d'accord. Puis on voit qu'il y a une différence, même cette année, je pense qu'il y a entre 5 et 8 personnes issues des différentes communautés en technique policière, à Garneau et à Notre-Dame-de-Foix. Ce qui est relativement... C'est qui est beaucoup, parce que dans les dernières années, des fois, c'était 1 par année par groupe de 100. Ouais. C'est très peu, là. C'est vrai, c'est peu. Puis des gens de l'extérieur, donc qui, souvent pour se regrouper au niveau familial, mais ils retournaient dans leur région d'origine, Montréal. Ouais. Donc, ça devenait complexe de garder nos gens. Il y a eu beaucoup de plaintes, ou en tout cas de récriminations, ou de dénonciations. On a beaucoup dénoncé le fait qu'il n'y avait pas de policiers noirs au service de police de Québec. Mm-hmm. On en a eu un à l'époque, en 95, je ne me trompe pas, qui est resté quelques mois, un été comme policier temporaire, qui est quitté à la fin de l'été pour la police de Longueuil, dans la région de Montréal. Mm-hmm. Là, on a un nouveau policier qui est dans sa formation de recrue, là, qui est d'origine haïtienne, le même principe que toi, dans le fond, mais lui, il était adopté. OK. Puis qui arrive de la GRC. Dans le fond, il a travaillé quelques années dans la GRC, puis il a commencé sa formation à titre de recrue là, dans les dernières semaines. Donc, ça, c'est notre premier policier de couleur noire. Et il y en aura d'autres. Il y en a au cégep actuellement. Ouais. Des fois, les gens ne réussissent pas les processus, donc... malgré les efforts, des fois, il y a aussi de réussir les étapes. Ouais. Honnêtement, c'est pas des étapes faciles là, pour devenir policier. Il y a plusieurs étapes. C'est un processus de plusieurs étapes qui sont quand même assez rigoureuses. Ouais. Donc, ça demande une bonne préparation, puis une bonne santé aussi, parce que l'aspect médical est aussi évalué. Ouais. Donc, je ne sais pas si tu voulais ajouter... Mais c'est vrai que ça commence à augmenter dans les dernières années. Puis même moi, fin des années 90, j'en avais un noir dans mon année, puis ça, puis il venait de Québec. Il avait été adopté, puis il est parti à Montréal. Puis ça aurait été un super bon candidat ici. Mais même moi aussi, là-bas, j'ai travaillé à Montréal. J'étais dans le secteur Côte-des-Neiges, là-bas. Okay. C'est très diversifié. Ouais. Puis même au poste, là, moi, mon partenaire, c'était un Marocain. C'est un Marocain qui était, comme Jeff parlait, qui était issu du programme du conventionnel, là, qu'on appelle. C'est du monde qui avait un bagage externe ou une expérience de vie. Il avait un diplôme dans autre chose, mais qu'il fallait qu'il passe quand même le processus de Nicolette. Il n'y avait pas à faire la technique policière en 3 ans, mais Nicolette devait être fait quand même. Mais ça demeure que c'est le même processus au niveau scolaire, au niveau intervention physique, au niveau forme physique, etc. Mais on commence à en avoir de plus en plus au niveau du service. Moi, sur mon équipe, j'ai un Vietnamien. On a au service, on a un Ukrainien, on a un Chinois, on a diverses personnes là, qui commencent à arriver au service. Puis, comme Jeff disait, effectivement, moi, je l'ai vu là, au début des années 2000, quand je suis revenu à Québec, là, c'était dans le très homogène, là, c'était blanc francophone là, et religion catholique. Là, ce que je ne voyais pas à Montréal, là, mais aucunement. Là. Mon partenaire qui faisait le ramadan ou etc. Ça, on n'avait pas ça, là, mais puis ça a augmenté au fil des années. On a vu un nouvel arrivage, plus d'intégration dans la société de ça. Fait que le temps va faire son œuvre, puis ça va découler naturellement. Les gens qui arrivent vont s'intéresser à ce métier-là. Comme Jean-François disait,
des fois, ils arrivent déjà avec une idée un petit peu préconçue de tout ce qui est militaire, police, etc. Fait qu'ils n'ont pas nécessairement l'attirance de vouloir embarquer dans ce job-là, dans ce métier-là. Mais je pense qu'à force justement, on parlait du programme allié, là, c'est sûr que la pandémie n'a pas bien fait les choses dans les dernières années. Les activités ont été mises à la glace, mais les policiers qui ont été formés, qui ont reçu cette formation-là, souvent, ils vont aller rencontrer les nouveaux arrivants. Ils vont aller s'intégrer dans des activités avec du monde qui vient d'arriver au pays, puis de présenter, puis de voir, hein, la police, voyons, ils sont sympathiques ici, dans le sens qu'ils sont là pour nous autres, etc. Fait que ça fait connaître un peu le corps de métier de façon différente qu'ils ont connu, puis ça fait de la promotion positive en même temps. Mais c'est ça, je parlais avec des intervenants de rue dernièrement mais d'inciter les jeunes, là, on peut pas kidnapper un jeune, dire toi tu vas aller faire ta technique policière. Il faut qu'il y ait un intérêt quand même spécifique pour rentrer dans ce travail-là. Mais ça, il est capable de faire de la promotion, puis de vendre ce métier-là, puis que les jeunes veulent embarquer là-dedans, puis faire la différence. Puis c'est un petit peu ça, là, mais ça commence. Fait que, moi aussi, je pense qu'au fil des années, des prochaines années, là, on va avoir de plus en plus du monde de communautés différentes dans le corps de police ici. Puis on a mis en place aussi un système de bourse en milieu scolaire, entre autres pour la diversité. On pourrait essayer d'inciter les jeunes en tout cas au niveau économique, au moins avoir un support financier au niveau de la diversité et de la performance scolaire. Il y a un autre aspect important aussi, Melvin, puis je vais essayer d'être assez rapide. On parlait tantôt des fois de l'influence des parents ou tout ça par rapport à l'histoire, mauvaise relation avec la police dans le pays d'origine. Mais ça aussi, ça a une influence sur les jeunes parce que, puis même, je t'inviterais peut-être à faire une recherche de googler dans le Journal Le Soleil. Il y a un article qui est sorti, si je ne me trompe pas, c'est soit avant Noël ou un petit peu après Noël, d'une jeune maghrébine, une jeune fille du Maroc, mais je pense qu'elle est née ici. Pour lequel il y avait un enjeu familial assez important à vouloir devenir policière. Puis la relation avec ses parents maintenant est complexe à cause qu'elle étudie en technique policière, mais elle a fait le choix de devenir policière. Mais ses parents n'étaient pas en accord avec ça, parce que dans certains pays, à cause de la perception qu'ils ont négative de la force policière, ils n'inciteront pas les enfants à aller vers le domaine policier. Fait qu'un autre obstacle qu'il faut essayer de surmonter pour essayer d'aller intéresser les jeunes à devenir policiers ou policières. Donc ça aussi, ça fait partie des petits enjeux qu'on a à gérer. C'est parce que si on les met tous ensemble, on voit que les obstacles, des fois, sont plus grands un peu. Ouais, c'est vrai. Puis nous, on doit faire plus de promotion, on doit promouvoir le travail qu'on fait. Les alliés, c'est de donner l'occasion aux jeunes de pouvoir parler aux policiers puis de voir si c'est quelque chose qui m'intéresse. Ben oui, mais je pense que vous le faites bien aussi parce que moi aussi personnellement je connais quelques personnes qui sont issues de la diversité, qu'elles soient africaines, latino, peu importe, qui sont en ce moment en train d'étudier en technique policière. Donc je pense que au niveau de la promotion et puis de l'intervention à propos d'étudier en technique policière, ça se fait bien. Je trouve que de plus en plus, on verra, d'après moi, on verra la diversité dans la police. C'est un processus qui est long. Hein. Si on ramène de 20 et 30 ans, c'était les femmes qui n'avaient pas beaucoup au niveau de la police. Puis maintenant, on en a de plus en plus, fait que leur pourcentage a beaucoup augmenté dans nos rangs. Puis ça balance. Mais là, on est rendu à cette étape-là. Mais c'est sûr que ça se fait pas en dedans de 6 mois. Ça va prendre plusieurs années. C'est un aspect important, Sébastien, que tu mentionnes la présence des femmes dans le domaine policier à Québec, le service de police de Québec. On est dans les 3 meilleurs services de police à l'échelle canadienne en termes de représentativité féminine. On approche le 30% de l'ensemble de la force policière qui est dans le genre est féminin. Donc c'est important, mais c'est des efforts de plusieurs années qui nous ont amenés à où on est aujourd'hui. Ça va être un peu la même chose au niveau de la diversité. Ah oui, c'est un processus, il faut y croire. Exactement. Jean-Yann, j'aimerais ça que tu poses une petite dernière question là, par rapport à celle-là, par rapport à la voiture là, quand ils viennent faire la patrouille dans le quartier. Ils en ont déjà parlé. Non, on en avait parlé avant, le balado. Celle-là. Pourquoi les policiers ne sortent pas plus souvent de leur voiture pour venir jaser avec les jeunes de notre quartier? Cette manière de faire pourrait augmenter le lien de confiance envers les résidents.
Oui, c'est ça. C'est comme on parlait tantôt en début d'entrevue, là, avec les micros ouverts. C'est ça comme les policiers sont attirés beaucoup à la réponse aux appels. Il y a un volume d'appels qui est quand même assez grand dans la ville. On essaye de marier un peu là, la patrouille normale et la réponse aux appels. Par contre, des fois, c'est quand même assez difficile. Fait que c'est quelque chose qui est important, mais les gars, les filles sur le terrain, parfois, ils vont manquer de temps. C'est sûr que l'hiver, il y a beaucoup moins de monde dehors. Hein. Il fait froid, vous le voyez là, dans vos parcs, là, il y a pratiquement personne. Puis le volume d'appels augmente quand même souvent pendant les périodes estivales. Donc, de pallier le monde, rencontrer le monde dans les parcs ou dans les secteurs pendant l'été où ce que le pic d'appels est à son summum, mais c'est difficile. C'est quelque chose qui est important. Oui, ça tisse des liens, effectivement. Il y a eu certaines activités, des fois, qui ont été mises en place. L'année passée, tournoi de basketball ici, avec l'unité jeunesse. Ça, je pense, ça a été super apprécié de tout le monde. Les activités de même, des fois, vont être organisées, planifiées. Fait que ça va être cédulé et les personnes vont se présenter. Fait que des fois, c'est peut-être plus facile avec des activités. Là, la vie reprend son cours. Là. Il y a des activités qui vont être recédulées avec les nouveaux arrivants, l'accueil, etc. Des fois, c'est plus facile pour les patrouilleurs d'aller dans ces activités-là que de dire, ben écoute, je me mets non disponible à recevoir des appels, puis je vais aller rencontrer les citoyens. C'est important. Mais si les gars sont pas disponibles sur le terrain pour répondre aux appels, ben c'est le citoyen qui a appelé le 911 et qui ne reçoit pas le service. Fait que c'est un peu ce volet-là qu'il faut mettre en place, travailler, il faut balancer ça. Mais les patrouilleurs, c'est partout dans la ville, c'est pas juste dans le secteur qui doivent aller voir les citoyens, parler avec les citoyens, voir comment ça va. Puis c'est de même qu'on va voir des fois s'il y a-tu des problèmes dans le secteur. C'est souvent comme ça sort. Là. Si les gars et les filles, là, ils patrouillent avec les vitres montées, l'air climatisé dans le piton, puis qu'ils parlent pas au ventre, ben c'est sûr que ça aide pas au rapprochement, puis ça aide pas à leur job non plus à savoir mais il se passe quoi dans ce quartier-là, c'est quoi les préoccupations des citoyens, etc. Mais de débarquer puis dire hey, je vais aller prendre un café ou prendre une heure de temps dans un parc, des fois c'est difficile pour les gars sur la route. Là. Mais Joliane, honnêtement, ta question est pertinente, puis moi je suis sensible en tant qu'un des porteurs de dossier de la question diversité, équité, inclusion au service de police. Je la comprends, l'importance des fois de se rapprocher dans un contexte autre, informel, et non pas en intervention policière. Mais je vous inviterais, si vous ne les voyez pas souvent ici, peut-être des fois en milieu scolaire, cégep c'est plus difficile, mais secondaire 5, il y a des policiers d'école à ton école? Il n'y en a pas? T'es aux adultes. Ah, t'es aux adultes? Ouais. OK, ben, je vais vous relancer d'abord. Le 23 avril prochain, il y a une activité qui est organisée par le Centre multiethnique de Québec. C'est une activité cabane à sucre. Ça va avoir lieu à la plage Jean-Béliveau. Il y aura des policiers, des alliés, des agents de liaison interculturelle sur place. Les Igues des Amis, dans le fond, c'est justement à l'attention des personnes, des nouveaux arrivants, des personnes issues de la diversité. Puis ça va être aussi une invitation lancée à plus large. Mais il y aura des policiers sur place, puis des policiers intéressés à répondre à certaines questions que vous avez. Puis je pense qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Si vous avez des questions, vous avez des interrogations sur des choses, c'est le temps de les poser quand vous les croisez, les policiers. Ça va leur faire plaisir de vous répondre. Puis même si vous voulez qu'on reste après, qu'on discute de certaines choses, on peut rester un peu, là, pas de problème. Et c'est sûr que pour les plus jeunes, c'est plus facile, parce que comme Jean-François disait, ils sont présents dans les écoles primaires, secondaires, aux écoles attitrées. Fait qu'ils sont là, c'est plus facile de les jaser, les aborder, tout ça. Quand on débarque de l'école ou qu'on est plus vieux, cégep, université, peu importe, ben c'est sûr que c'est plus difficile, mais il y a des activités. Cet hiver, il y a eu du patinage à l'anneau de glace à Sainte-Foy. Je suis allé faire une tournée là. Il y avait des activités, des mascottes, des choses de même. Les policiers alliés qui étaient là, tu sais. Juste discuter, jaser, faire du PR, puis c'est super sympathique. Mais ouais, d'être capable de rallier tout le monde, là, c'est difficile, là, de jeunes, adultes, ados, etc. Mais c'est des moyens qu'on met en place, puis des choses qu'on essaye de s'améliorer là-dedans pour progresser. Puis un peu écouter les préoccupations du monde, qu'est-ce qu'ils veulent, puis ça fait partie de notre mandat aussi. Mais il est possible que vous voyez des policiers à vélo cet été venir faire des petites tournées dans le secteur, justement, vous voir, vous poser des questions. Ce sont des policiers d'école ou des préventionnistes. Okay.
Super, ça. Pour le mot de la fin, auriez-vous quelque chose à dire aux jeunes du quartier? Vas-y. Ben écoute, un peu comme on a dit tout le long du balado, on a expliqué un petit peu notre travail, un peu l'orientation du service de police, un peu notre job, un peu comment qu'on interagit avec les citoyens, avec le monde. De ne pas hésiter à venir nous voir s'ils ont des questions, lever la main dans la rue s'ils voient un véhicule de police jaser, prendre 5 minutes. On est toujours ouvert à ça. Effectivement, comme on parlait, il y a des activités qui vont avoir lieu. La vie normale post-pandémie reprend. Fait qu'on va être de plus en plus présent sur le terrain, revoir le monde. Le monde va recommencer à sortir. Là. La neige commence à fondre. Fait qu'on va être bon pour se revoir à l'extérieur. Puis il y en a qui se demandaient des fois, là on en a parlé là, devant un micro, mais juste de voir, il y en a qui se demandaient un peu le mandat, c'est quoi que ça fait la police, c'est quoi qu'ils font les enquêtes, etc. On a parlé tantôt, police en service, 2 saisons. Je pense que tu es une fanatique de la saison. Mais c'est vraiment bien tourné, ça montre vraiment c'est quoi la job, qu'est-ce qu'on fait à Québec, tout ça. Fait que si les auditeurs veulent voir un peu comment ça marche, puis c'est quoi les escouades, puis les patrouilleurs, c'est quoi qu'ils font d'une journée typique. On en parlait tantôt, mais de le voir, puis de voir des fois comment que ça peut être pas si évident que ça, cette job-là, puis un peu avec qui que les gars puis les filles sur le terrain vont interagir, mais aussi la qualité du travail qui s'offre dans la ville, ben c'est une super de bonne série. Puis ben une image vaut 1000 mots, hein, fait que vous en avez plein, c'est de la vidéo. Fait que j'encourage le monde à peut-être regarder cette série-là. C'est un petit peu ça. D'elle, je dirais 3 choses. Puis ça vaut autant pour nos policiers que pour la population en général, mais là, on parle des jeunes, mettons, Saint-Pédis. Communication, ouverture, respect. Je pense que si ces 3 éléments-là se retrouvent dans nos interactions, ça va toujours bien aller. Je pense que l'aspect communicationnel peut faire toute la différence. Donc, prenez le temps d'écouter nos policiers quand ils viennent vous voir, poser des questions. Vous avez le droit d'argumenter, mais tout doit se faire dans le respect. Hein? On s'attend à la même chose de la part de nos policiers. Ce sont nos attentes. Ça fait partie de nos valeurs. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mauvaise intervention en cours d'année. Mais quand ces 3 éléments-là sont présents dans une intervention, absolument, ça se déroule bien. Super, ben merci. Fait que ça va mettre fin à l'épisode 6 des Petits Villageois. Je voudrais prendre le temps là, de vous remercier, le service de police de la Ville de Québec, puis ainsi que les jeunes, Melvin et Juliane, d'avoir participé à ce balado. Donc, merci et à la prochaine. Merci à vous 3. Merci. Qui juge sans savoir ce qu'ils disent. Impossible qu'ils nous divisent. Qui juge sans savoir ce qu'ils disent. UNICEF c'est notre devise. Qui juge sans savoir ce qu'ils disent. Impossible qu'ils nous divisent. Tous les mercredis on avait rendez-vous pour cuisiner cette tête.